Messieurs, dames, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Santé 10. Veuillez nous excuser de notre retard ce soir. Vous savez qu'on vous dit tout. Donc, on va vous expliquer dans un instant pourquoi ce retard. Mais en tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver et de vous parler ce soir de la dynamique hormonale de la femme, son corps, un allié. On en parle avec des professionnels. Notre thématique de ce soir, la dynamique hormonale de la femme. Pour en parler des professionnels de santé, nous avons avec nous Madame Brard. Vous commencez à vous habituer à Madame Brard, qui vient de temps en temps sur le plateau de Santé 10. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Danielle Brard, vous êtes sage-femme libérale et ce soir, avec les autres collègues, vous allez nous parler de la dynamique hormonale de la femme. Son corps, un allié, enfin, on va développer dans un court instant. Absolument. Juste à côté de vous, notre docteur, le docteur Louis Jeffry, chef de service en gynécologie obstétrique à l'hôpital Louis-Constant Fleming à Saint-Martin. Voilà, bonsoir docteur. Bonsoir Madame Zabarel, bonsoir aux spectateurs. Merci d'être là, d'avoir tout fait pour être là. Alors voilà, on peut vous expliquer maintenant pourquoi notre retard. Sachez que vous qui suivez l'actualité, vous savez qu'en ce moment, il y a la grève des contrôleurs aériens. Et donc, le docteur Jeffry, qui sort de Saint-Martin, a tout fait pour être avec nous. Il est parti très tard et donc il est arrivé très tard. Très tard. Voilà. Merci d'être là. Nous sommes là. Voilà, c'est ça l'important. Pour informer le plus grand nombre. Votre patience. Voilà. Et puis, nous avons avec nous Madame Nick Dorlipo-Souprémanien. Est-ce que j'ai dit tout ça bien cette fois-ci? Très bien, magnifique. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne, on rappelle, et puis ce soir, on avait vraiment besoin de votre présence sur cette thématique, la dynamique hormonale de la femme, qu'on va partager un peu en trois parties. D'abord la puberté, ensuite la période intermédiaire, on va dire ça comme ça, pour les femmes qui peuvent avoir des enfants, donc la période de la grossesse, mais pas que, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas en avoir. Et puis la troisième partie, la pré-ménopause. Voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Docteur Louis Jeffry, la puberté, ok, on a l'impression que parfois les hommes et les femmes ont du mal à comprendre. Est-ce que c'est la faute aux hormones? Oui. Alors, effectivement, quand on parle de puberté et quand on parle de changements hormonaux qui affectent les femmes et les hommes, puisqu'effectivement les garçons ne sont pas en reste, on se rend compte que ça devient tout de suite extrêmement complexe. Et c'est vrai que nous, en tant que professionnels, l'idée c'est de décrypter un petit peu pour les jeunes filles quelles sont les manifestations qui la traversent et qui font que nous avons besoin d'être très posés, de leur expliquer. Parce que c'est complexe. Une femme, on le sait qu'une femme est complexe, mais on ne sait pas à quel point et dans quelle mesure. La dynamique hormonale, dans ce contexte-là, parce que le mot dynamique est intéressant parce qu'on sent bien que ça évolue et qu'il y a une rythmicité, le cycle hormonal de la femme, à partir du moment où la jeune fille a ses premières règles, lors de sa puberté, avant même qu'elle ne termine sa puberté, avec qui sont signées en fait par la fin de la croissance de sa poitrine, on peut dire, globalement, on se rend compte qu'elle commence à avoir des émotions qui changent. Des émotions qui changent en même temps qu'elle voit apparaître, effectivement, ses premières règles. Et à partir du moment où elle a ses premières règles, il est possible que non seulement elle ne les comprenne pas, elle, ce qui est en train de se passer, ce qui se trame, mais aussi que les parents ne comprennent pas, la mère et évidemment le père, qui souvent reste très étranger à ce genre de choses. Et donc, il y a un travail à faire. Et les hommes et les femmes doivent apprendre justement à se comprendre, puisque c'est le moment où elle, jeune fille, va devoir faire comprendre aux autres ce qu'elle ressent et pourquoi est-ce qu'elle les ressent à ce moment-là. L'idée des règles n'est pas un événement unique. Le cycle hormonal de la femme ne se limite pas à la venue des règles. Et bien souvent, on parle de l'irritabilité. Ah, les règles vont arriver, donc je suis irritable. Mais il y a
quantité importante de symptômes qui apparaissent. Je ne voulais même pas utiliser le terme symptômes parce que ça fait un peu trop technique, ou de manifestations qui sont importantes à connaître pour une jeune fille et une femme, et que l'homme doit connaître, on doit l'aborder pour qu'il comprenne sa fille, mais qu'il comprenne également ça. Mais docteur, on y est, parlons-en. Mais très clairement, c'est-à-dire que durant le cycle hormonal, à partir du moment où on va commencer avec les règles, il y a à partir de ce moment-là une croissance de certaines hormones qu'on appelle classiquement les œstrogènes. Alors on va séparer les choses en deux parties. On va considérer qu'un cycle féminin, on va dire globalement à 28 jours. On va dire classiquement, ça peut être un peu plus, un peu moins, séparé en 2 périodes de 14 jours. On fait classiquement, ça commence avec le premier jour des règles. Eh bien, le premier jour des règles, évidemment, mesdames, rappelez-vous, ce sentiment qu'il peut avoir de fatigue, on peut avoir eu un bouton de fièvre, on peut avoir des choses, on ne se sent pas très très en forme, on est plutôt replié un petit peu soi-même. Mais dès que les règles commencent, certaines hormones, elles commencent à remonter. Ce sont les fameuses œstrogènes qui sont les hormones de la première partie du cycle. J'aimerais presque les appeler les hormones du jour. Comparé maintenant à la deuxième partie du cycle, ce sont les hormones un petit peu plus de la nuit. Alors vous allez comprendre pourquoi, puisque cette première partie, c'est une partie où les femmes, avec cette hormone qui est extraordinaire, les œstrogènes, elles auront plus la pêche. Progressivement, elles se sentiront beaucoup mieux. Psychiquement, on passe d'une phase un petit peu plus en dedans, on va dire terne, vers une phase où on a envie d'explorer, où on est socialement plus affermi, où le langage vient plus facilement, où on a les capacités à apprendre et à transmettre. C'est une période extrêmement intéressante et qui va croissante puisque cette hormone, les œstrogènes, schématiquement, vont augmenter pendant cette première semaine et qui vont continuer pendant la deuxième semaine. Parce qu'en plus de ça, il y aura une hormone qui s'appelle la testostérone, qui est plus fréquente chez l'homme en très grande quantité, mais qui chez la femme va rajouter, en plus des œstrogènes, une dynamique autour de la vie de relation qui va faire qu'elle aura une libido qui sera plus importante, elle va se sentir d'ailleurs plus forte, plus capable de prendre des risques, de lancer des projets, de se lancer dans des initiatives. Et c'est vraiment une période extrêmement intéressante où elle se sent beaucoup mieux. Et puis, ces 2 premières semaines vont s'achever par une période qu'on appelle l'ovulation, qui est un petit moment où, effectivement, la femme devient, on va dire, plus féconde. C'est une période de fécondité, effectivement, puisqu'il y a l'ovule, il y a ce qui était par l'ovaire. Et à ce moment-là, cette période va entraîner une deuxième période où les œstrogènes vont commencer à baisser et une autre hormone, celle-là, la progestérone, va commencer à augmenter. Et cette progestérone, c'est celle qui, chez toutes les femmes, la prépare. Progestérone, comme gestation, grossesse, qui va l'amener à se préparer à une grossesse potentielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'hormone de la nuit, la progestérone, parce que l'hormone de la progestérone a tendance à faire que la femme va se sentir un petit peu plus en dedans, plus dans l'analyse. Première partie, beaucoup plus dynamique, plus forte, se sentant mieux. Et puis, deuxième partie, beaucoup plus fermée dans l'analyse, avec parfois une plus grande sensation des envies fréquentes alimentaires. Elle aura plus faim, en gros, plus de cocooning. Une première phase qui sera beaucoup plus dynamique, une deuxième phase qui sera beaucoup plus tranquille, où on a besoin de se refermer un petit peu sur soi, de se retrouver son intérieur. Et donc tout ça, ce sont des manifestations dont on pourra parler tout à l'heure, mais qui vont montrer qu'il y a vraiment 2 périodes. Et ensuite, la 4e semaine, on va dire, juste avant les règles, eh bien là, c'est une période un peu particulière qui précède les règles avec le fameux syndrome prémenstruel, où on dit qu'on est irritable, on se sent pas très en forme. Alors, il y a Marie-Cécile qui nous dit sur les réseaux, avec les seins qui enflent. Oui, exactement, avec les seins qui enflent, avec le ventre qui enfle, avec la tête qui enfle. Mais bref, c'est vrai, tout a tendance à enfler avec des céphalées, des maux de tête. Alors là, il ne faut pas trop les embêter. Les femmes et les hommes doivent le comprendre aussi. Autant en début de cycle, en milieu de cycle, bon, elles ont envie de faire plein de choses, d'innover. OK pour tout, y compris pour les relations sexuelles, pas de problème. Mais en deuxième partie de cycle, attention. Donc, il ne faut pas trop leur on va dire, il faut que l'homme aussi s'adapte. Il y a un moment pour chaque chose. Et cette deuxième partie de cycle est une partie de cycle où elles ont moins envie de plus de câlins et moins de relations sexuelles, on va dire, pour être à peu près. Et donc, les hommes doivent comprendre ça. C'est une petite variante. Et donc, à ce moment-là, en deuxième partie de cycle, commence tout doucement elle commence en gros
tout doucement à se préparer à avoir leurs règles. Et donc voilà, et donc le cycle revient. Mais c'est juste pour expliquer que ces 2 périodes sont importantes et qu'il s'agit pour les femmes de le comprendre et de le respecter. Il faut avoir une partie où on est hyper dynamique, hyper motivé pour faire plein de choses, être très enfant, et puis une autre partie où on est plus dans l'analyse. Et ces 2 parties chez la femme composent ce cycle hormonal qui est si magnifique. Et il faut pour les femmes justement qu'elles le réalisent pour mieux apprendre à avoir le meilleur de ces 2 phases-là. On va parler tout à l'heure avec Madame Dorlipou, Soprémanien, de l'acceptation, de cette partie, de l'acceptation de cette période-là de puberté. Mais juste avant, Daniel, une jeune fille, puisqu'à cette période-là, on a les premières règles, on commence à réfléchir, il faut aller chez le gynécologue. Ça va être la première consultation. Qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer nos jeunes? Parce que ce n'est pas une mince affaire. Effectivement. Ce n'est pas une mince affaire. Le médecin vient d'expliquer tout à l'heure qu'il faut que les femmes elles-mêmes le comprennent, que les hommes le comprennent. Quand elles l'auront compris, elles pourront expliquer à leurs enfants, mais ce n'est pas évident. Donc les filles savent que ça existe, mais à qui s'adresser? Et donc elles savent qu'on peut avoir une consultation, mais elles redoutent en même temps. Donc il y a une espèce d'ambivalence. Il existe la première consultation de gynécologie qui peut être faite par un gynécologue, par une sage-femme ou par un médecin généraliste. Et ce n'est pas une consultation comme une consultation, c'est un dialogue avec un spécialiste. Et là, la jeune fille vient et elle pose ses questions. Ces questions peuvent être autour de la santé d'une manière générale, autour de la sexualité, autour de la contraception. En fait, c'est un espace de parole. Ou peut-être tout simplement, Daniel, autour de ce changement que cette jeune fille est en train de vivre. Exactement. Les premières règles, c'est quand même quelque chose de... On parle d'une étape, mais vraiment limite, qui pourrait même être traumatisante pour des jeunes filles qui n'ont pas été préparées, qui ne discutent pas, qui n'ont pas cette chance d'échanger, de parler avec la grande sœur ou avec maman. C'est quelque chose de particulier. C'est particulier. Il faut oser aussi aller en parler. Et donc, c'est l'occasion, c'est un espace où ce qui est dit est confidentiel et elle vient nous pose des questions. On ne la touche pas, elle pose des questions. Donc, au départ, le spécialiste, celui qui consulte, le professionnel s'intéresse à sa santé. Il faut la mettre en situation, sa santé, les maladies éventuelles de sa famille. Et puis après, on en vient au motif de sa consultation. Et là, effectivement, souvent, elle demande comment ça fonctionne. C'est quoi ça, les règles? Oui, mais en fait, quand c'est tout le temps, je serai comme ça, avoir mal au ventre tous les mois comme ça. Combien de temps ça va durer? Voilà. Est-ce que tout le temps, je peux ne pas aller au sport Donc, c'est l'occasion, on s'assied tranquillement. Elle vient pour ça, d'ailleurs. On lui explique comment fonctionne son corps maintenant et ce qui va en advenir après. Et donc, ça, c'est pour le cycle. Donc, quand elle sait comment ça fonctionne, bien sûr, viennent les problèmes de sexualité. Et donc, la période féconde, la période de plus ou moins libre, et puis les différentes méthodes de contraception. Mais comme c'est long, elle vient chaque fois pour motif spécifique parce qu'elle sait comment ça fonctionne, donc elle part réfléchir et puis elle revient pour les problèmes liés à la sexualité, par exemple, la violence dans les rapports sexuels, la douleur, le plaisir, la masturbation. Elle vient et elle peut poser toutes les questions qu'elle veut. C'est un espace pour ça. Elle peut être accompagnée ou non. Si le professionnel qui la reçoit se rend compte qu'il a des questions dont les réponses ne concernent pas celui qui accompagne, il peut s'organiser pour demander à la personne qui l'accompagne de pouvoir attendre à côté un peu pour permettre au consultant réel de poser sa question. Alors, au thème de la consultation, on peut avoir une ordonnance où le professionnel lui demande de revenir. Ça dépend de ce qu'elle ça donne. Si c'est pour une contraception, elle revient. Si c'est pour un problème, ou si elle a d'autres questions, elle a la possibilité de revenir. Mais si le professionnel ne l'a pas accroché, elle n'a aucune obligation de retourner voir ce professionnel. Elle peut retourner voir un autre. Ce qui est important pour nous, c'est que les femmes soient informées de la façon dont le corps fonctionne et ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles peuvent faire pour que leur corps soit un allié, pour qu'elles entendent, qu'elles comprennent et qu'elles répondent aux appels, aux cris, aux sollicitations de son corps d'une manière adéquate et intelligente.
Alors, Madame Dorlipo-Souphrémanien, cette phase-là de puberté, qui est une phase assez particulière, l'acceptation, c'est très important. C'est très important pour le vécu de la femme, pour cette étape-là. Et il y a tout un cheminement. Et la capacité, en fait, à répondre aux 3 questions, qui, comment, pourquoi, eh bien, par rapport au corps, est un élément clé qui aura une incidence sur l'acceptation, en fait, du bien vécu, de la féminité de la jeune fille qui est en devenir de la femme. Et la connaissance de son corps commence, en fait, pour savoir comment il fonctionne, pourquoi il fonctionne ainsi, permet à la jeune fille de savoir qui elle est et comment elle peut bien vivre son corps et bien accueillir les manifestations de sa féminité. Alors, par quels médias? On en a déjà parlé, mais il existe divers moyens. Le programme scolaire, c'est une réalité. Un livre, une émission professionnelle, le pédiatre, le médecin traitant, le gynécologue. Mais les mots qui sont dits par la maman, la tati, le papa, la grand-mère ou la grande sœur, vraiment, les explications sont très importantes pour que la jeune fille comprenne. Et pour qu'elle ait, en fait, des outils pour surmonter la peur de devenir grande, la peur de grandir, de devenir une femme, en fait. Ainsi, ça va lui permettre de cheminer en étant accompagnée. Un cadeau également pour célébrer, c'est vraiment le mot, un cadeau pour célébrer qu'elle entre dans le monde des grands. Ça lui permet en fait de comprendre qu'elle est accueillie par l'entourage et que l'entourage se rend compte qu'elle n'est plus la petite fille, mais qu'elle devient une jeune fille et qu'elle est en devenir d'une femme. Mais c'est surtout le message qu'on va lui dire que le sang qui coule de ses entrailles n'est pas une maladie, ni une malédiction, encore moins une honte, et que c'est beau. Parce que l'entourage, par son comportement, va lui refléter qu'elle est en fait magnifique et que comme elle est en train de grandir, elle est importante. Nous irons un petit moment vers l'anthropologie pour étayer notre discours. Et nous savons que certains peuples, en fait, nous avons entendu parler de ça, qui sont dits primitifs par les Occidents, car ces peuples, en fait, sont en retrait de la vie industrielle. Mais on a, en fait, à prendre ces peuples comme exemple parce que c'est important pour eux, l'humain et la relation humaine. Et en fait, dans ces peuples-là, on voit comment ils vont initier les jeunes hommes ou les jeunes filles à une action pour signifier qu'ils sont en train de grandir. Par exemple, les jeunes hommes, ils ont la chasse, là pour leur première chasse, et en fait, ils sont accompagnés par des aînés, par les hommes. Les jeunes filles vont faire une séance avec les femmes de dessin sur leur corps. Mais qu'est-ce qui est important, en fait, par rapport à ces peuples-là, pour nous, occidentaux, en fait, c'est de comprendre que les aînés sont là pour accompagner. Ça, c'est important. Ensuite, l'entourage va vraiment leur dire qu'ils ont pris en compte qu'ils sont en train de grandir et qu'ils les accueillent dans une autre étape de leur vie. Donc, nous pouvons nous rendre compte que la jeune fille a besoin du retour de sa famille, de son entourage proche et de son entourage plus large pour comprendre qu'elle est en train de devenir jeune fille. Alors, sur cette première partie, la puberté, est-ce qu'il y a des choses importantes qu'on devrait souligner? Parce que j'ai très envie de passer à la période intermédiaire. Mais avant, je ne veux pas brûler des étapes. Est-ce qu'il y a des choses très importantes, particulières qu'on doit dire, qu'on doit rajouter sur cette première partie qui concerne la puberté? Daniel? Rajouter non, mais insister sur le fait qu'il faut que les jeunes sachent comment elles fonctionnent, pour savoir comment elles fonctionnent et savoir comment exploiter au maximum le fonctionnement de leur corps. Le médecin a bien expliqué les deux parties où on est plus actif, plus créatif. La première partie du cycle, il faut le savoir. Donc, quand on a des démarches à faire, des projets, c'est là qu'il faut les faire. Concrètement, de manière pratique et rapide, c'est ça. Deuxième partie, on réfléchit, on bouillonne, on ressasse, tout ça. Il faut savoir, quand on sait comment fonctionne, on sait, cette période-là, c'est pas bon pour faire des projets. Celle-là, on utilise. Il faut savoir que les difficultés qu'on peut avoir sur le vécu des règles, c'est passager. C'est passager. Je pense qu'il faut aussi insister, là, je vais prendre l'aspect de la pathologie, du problème. Je pense que les jeunes filles qui se trouvent avec des douleurs pendant les règles
le vivent parfois comme une fatalité. Or, ça n'est pas le cas. Il est très clair aujourd'hui qu'avoir mal pendant ces règles, on peut considérer que c'est fréquent, mais qu'on ne doit pas s'habituer à avoir mal. La douleur est un signal qui doit nous avertir de quelque chose, mais on ne doit pas s'y habituer, ni soi, ni son entourage. Et il est important, je sais il y a eu des émissions sur l'endométriose, sur certaines maladies. Trop souvent, les jeunes filles peuvent se retrouver en situation, elles ne peuvent pas aller à l'école, rater des jours de classe, à ne pas avoir une vie de relation assez épanouie, parce que certains éléments ne sont pas pris en considération. Et on dit, elle fait du chiquet, qu'est-ce qui lui arrive encore, elle a encore un problème. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas l'accepter. Il faut vraiment le reconnaître. Et je pense que cette période de puberté, où il y a une petite partie d'inconnu, il faut que la jeune fille se dise qu'il y a des choses qui sont normales et d'autres qui ne le sont pas. Avoir mal, être cloué dans un lit à cause de douleur, ce n'est pas normal. Il ne faut pas l'accepter. La douleur ne doit pas accepter qu'en tant que telle, c'est un signal qui doit réveiller un petit peu, peut-être aussi l'environnement, l'entourage. Mais c'est ça, c'est surtout l'entourage. L'entourage autour de ça pour aider. Et il y a des professionnels qui sont là pour expliquer, et pas forcément pour donner des médicaments, mais expliquer. Expliquer, comprendre, et savoir, accompagner, savoir ce qui se passe. Et encore à la puberté, la logique alimentaire est très importante. Il ne faut pas oublier que c'est une partie où on a tendance à peut-être à manger un petit peu différemment. On va considérer qu'on est peut-être un peu plus fast-food que légumes à la vapeur. On va considérer ça. Mais ça veut dire que peut-être qu'à ce moment-là, insister sur une bonne hygiène de vie avec la jeune fille pour qu'elle préserve son corps et sa féminité. Mais ce qu'il y a, c'est que les mamans qui sont autour doivent vraiment accompagner. Parce que la jeune fille ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment manger, elle ne sait pas non plus que la douleur, elle n'a pas à le vivre ainsi. Donc c'est l'entourage qui doit refléter, mais non, tu fais ainsi. Et même le geste, les gestes techniques, elles ne savent pas. Donc c'est vraiment l'accompagnement, mais pour les petites choses. Et c'est l'entourage qui doit dire, ok, je t'emmène voir un médecin parce que ce n'est pas, comme dit le médecin, ce n'est pas naturel que tu puisses rester dans cette période comme asociale en fait, et que tu puisses souffrir autant. Donc c'est l'accompagnement. Quel accompagnement est fait à nos jeunes filles? D'ailleurs, il y a une petite jeune qui nous suit, qui a 15 ans, qui s'appelle Anna, et qui demande est-ce que c'est normal qu'en cette période de règles, qu'on ait envie de manger du n'importe quoi et qu'on ait plus faim que d'habitude. Totalement. Mais c'est exactement ce qu'on dit. La deuxième partie de cycle qu'elle vit après l'ovulation et qui précède juste avant les règles, on a plus faim. On a plus faim, l'appétit qui est plus important. On a même peut-être les intestins qui sont un petit peu plus ralentis. Donc on se sent... Parce que voilà, le corps a besoin à ce moment-là d'avoir, on va dire, se prépare normalement à une grossesse en devenir. Donc il faut stocker un petit peu plus. Donc effectivement, elle a raison, ce sont des symptômes, et c'est bien que les jeunes filles parlent de ces symptômes, parce que ces signes-là doivent être en mesure d'être adressés et d'être compris, et pourquoi pas de réinterroger une hygiène de vie qui serait peut-être plus adaptée. On va passer à notre deuxième partie, cette partie intermédiaire, puisqu'on l'a expliqué en début d'émission, on va y aller en 3 phases. On a un petit peu survolé cette première phase, la puberté, la troisième partie qui sera la préménopause, et donc cette période intermédiaire. La grossesse, mais pas que, parce qu'on parle d'une période qui intéresse toutes les femmes et pas forcément que celles qui peuvent enfanter. Tout à fait. Et justement, Daniel, Madame Brard, les hormones, est-ce que les hormones et l'humeur, est-ce que ça forme un bon duo? Pas sûr, Humeur et hormones, peut-être pas un duo de... Ouais, peut-être plus un duo de choc, oui, mais... C'est comme le couple conjugal. Alors, c'est comme le couple conjugal. Ça varie. Et on s'adapte. Et ça fait de belles choses, Ça fait de belles choses. Si c'est tout stable comme ça, c'est pas intéressant. Il faut que ça bouge. Alors justement, là, je vais plutôt m'entretenir sur le cas de la grossesse. Comme tu as bien signalé, que la période d'activité génitale, il y a celle où on est féconde, la grossesse, et les cas des femmes qui n'ont pas de grossesse. Donc, on est toujours actif sur le plan
hormonal, mais on n'est pas forcément fécond. D'accord. Là, je vais m'intéresser à la grossesse. Et donc, lorsque la grossesse s'installe, il y a un flot d'hormones qui est déversé dans la circulation. Il y a les hormones pour le développement de l'embryon et du fœtus, les hormones pour la production du lait et les hormones qui préparent à l'accouchement. Et tout ça, quand ça arrive dans la circulation, ça entraîne des désordres, ça entraîne hormonaux, humoraux et émotionnels. D'ailleurs, le docteur nous dira tout à l'heure comment réagir face à tout ça. Et donc, quand la grossesse arrive, même quand elle est planifiée, programmée, c'est toujours un choc. Une fois que j'ai ça, il y a toujours un choc. Et donc, on est content, mais c'est pas bien. Alors, il y a des gens qui sont déstabilisés à l'annonce de la grossesse alors qu'elle était planifiée. Alors, allez voir si elle n'est pas planifiée. D'autres qui sont dans l'ambivalence. Alors, ils sont contents, le corps se prépare à accueillir l'enfant, à l'élever, mais en même temps, il y a un regret de la vie passée. Et donc, elle regrette déjà ce qu'elle ne pourra pas faire, et qu'elle doit faire le deuil de cette vie passée. Et donc, pendant toute la grossesse, ce type de femme-là est dans cette ambivalence jusqu'à l'accouchement. Et il y a aussi celles qui se demandent est-ce qu'elles sont à la hauteur d'être une bonne maman, ou encore est-ce qu'elles ont les moyens financiers pour élever cet enfant-là. Donc il y a un tas de questions que les femmes se posent, mais aussi les hommes. Et donc les couples se posent, et il y a l'entretien du premier trimestre de la grossesse qui est un espace de parole où les couples peuvent, en présence de la sage-femme, poser ces questions-là, ces préoccupations, et où ils sont accompagnés jusqu'à la réalisation de leur projet. Et ces désordres occasionnés par ces hormones sont dits les petits mots de la grossesse. Et ce sont des mots physiques qui nous disent, le corps nous dit ce qui le perturbe un peu. C'est les vomissements, c'est les nausées, c'est les ballonnements, c'est la constipation, c'est boulimie, somnolence ou insomnie, et puis aussi les sautes d'humeur, des gens qu'on ne supporte pas. Qui ne vous ont rien fait, qu'on ne supporte. Et vous, ça va loin, ça va parfois, c'est le conjoint ne supporte pas le monsieur alors que ou parfois les odeurs aussi. Un parfum qu'on ne supporte plus. Parfois sa propre odeur. Donc c'est un peu variable. Et ça, là aussi, il faut qu'on en parle un petit peu. Mais quand le corps crie comme ça, il faut savoir l'entendre et y répondre. Pas réagir. Par réagir, on ne réfléchit pas souvent, mais répondre à ces appels. Et le docteur dit avec plus de précision comment répondre à ces nausées, à ces boulimies, à ces insomnies. Oui, c'est justement ce que j'allais demander au docteur Jeffrey. J'allais demander comment réagir face à tous ces signes, tout ce qu'elle vient de dire, Daniel, mais voilà comment les femmes peuvent... pas soigner ça, parce que est-ce que le mot soigner, c'est le mot, mais... Oui, voilà, c'est prendre soin, oui, c'est bien le mot. Peut-être, voilà. Prendre soin, oui, prendre soin de cette situation, oui, c'est le mot adapté. Oui, à partir du moment où, puisque maintenant, on vit dans un monde où on n'attend plus de voir un ventre ou de sentir le bébé bouger, ce qui était le cas il y a 40 ans. Non, plus que ça, 60 ans. Maintenant, on a les tests de grossesse. Donc à partir du moment où le test de grossesse qu'on voit avec les 2 barres devient positif, on devient quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, à partir du moment où il devient positif, d'un seul coup, on réalise cela. Et en plus, après, on va voir un médecin, un gynécologue, et puis quelque chose qui ne se passait pas avant. On investit une grossesse qu'on ne ressent même pas encore vraiment totalement. Et on fait des échographies. Et nous, en tant que médecins, nous faisons des échographies, on voit les petites choses minuscules de moins de centimètres avec un battement cardiaque. Et là, d'un seul coup, on est dit à une femme qui soit est totalement soulagée ou pas, et qui d'un seul coup est dans une autre dimension parce qu'on lui montre une grossesse qu'elle a à l'intérieur. Et donc tout ça, ça entraîne des manifestations qu'elle n'avait pas avant. C'est pour ça que maintenant, les signes de grossesse, qu'on peut dire, sont souvent plus investis, plus importants
depuis la technologie, en fait. Et ça, il faut comprendre ça. Il faut comprendre qu'avant, les femmes vivaient ça de façon un peu plus tranquille, plus tardivement, mais là, très très tôt. Et comment on doit faire ça? Et qu'est-ce qu'il faut faire? La première partie de la grossesse, qu'on va dire, qu'on appelle le premier trimestre, une première partie un peu difficile, on va dire. D'adaptation, on l'a dit, nausée, insomnie. Voilà, nausée, parfois même vomissement, insomnie, irritabilité, ballonnement, constipation. Ce sont des signes, envie fréquente d'aller uriner, des impériosités urinaires. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe, j'ai envie d'aller faire pipi souvent. Toutes ces choses-là, ce sont des signes qui dérangent. On les appelle des signes sympathiques, mais finalement, ils ne sont pas si mauvais que ça, ces signes. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, en réalité, la grossesse a besoin d'être préservée. Et quand on a des signes comme ça, c'est-à-dire somnolence, le signal est très clair. Il faut apprendre à se reposer. Ça veut dire que vous n'êtes pas au maximum de votre sommeil. Mais c'est très important, parce que somnoler, ou en tout cas se reposer plus, est un facteur important pour combattre l'anxiété. Parce que souvent, on peut avoir une forme d'anxiété. Et l'anxiété, c'est pas bon pendant la grossesse. Avoir des nausées et des vomissements, parfois, ça veut dire attention à ce que vous mangez. N'oublions pas que l'une des premières causes de fausses couches induites, c'est ce que l'on mange. Parce qu'on ingère des substances qui peuvent forcément parfois porteurs d'infections ou de germes. La toxoplasmose, la litérie, elles ont fait plein de choses qu'on peut retrouver dans certains aliments. Donc votre corps vous dit déjà un peu moins pendant cette phase-là. Repose-toi un peu plus. Et puis aussi, il faut apprendre à boire beaucoup et uriner souvent pour éviter les infections urinaires. Donc il ne faut pas prendre son corps comme un ennemi. Ces signes sympathiques de grossesse, comme on les appelle, sont là pour qu'on puisse y faire attention et pour que ça nous permette de réagir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Premièrement, quand on a ces signes-là, c'est-à-dire aller dans le sens de sa nature, avant de prendre des médicaments ou des choses qui pourraient nous gêner. Et puis, quand on a des troubles digestifs qui sont importants, parce qu'il y a des femmes qui, malgré tout, ont des signes digestifs extrêmement importants, avec des vomissements à n'importe quoi, une odeur les fait vomir, au-delà des vomissements matinaux, mais il faut savoir revoir son alimentation, avoir une alimentation plus légère, une alimentation avec plus de légumes, plus de fruits, plus naturel, manger moins lourd, moins chargé, moins en sauce, moins en viande et moins en sel. Voilà. Et tout ça, ce sont des petites notions que, en parlant à sa sage-femme ou à son gynécologue ou à son médecin généraliste, on peut apprendre à connaître pour adapter très tôt cela. Et puis, en début de grossesse, on ne mange pas pour deux. Donc il ne faut pas croire que parce qu'il faut manger, il ne faut pas croire qu'il faut manger plus. On se dit, mais j'ai des nausées, donc il faut que je mange plus. Non, 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 bien au contraire. Parce que votre foie, qui est imprégné par les hormones de grossesse, a plutôt besoin qu'on lui dise, stop, on n'en fait pas trop. Donc c'est une première partie où il faut apprécier de manger plus léger parfois, manger avec plus de végétaux, plus de noix, d'amandes, plus d'eau, moins de boissons gazeuses, des choses comme ça, et puis surtout se faire plaisir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui passent mieux, n'est-ce pas? Bon. Alors, il y a des personnes qui me disent des choses, voilà. Alors, c'est vrai, il y a même des gens qui mangent, bon, ils se disent, oh là là, c'est le charbon, les choses, voilà. Donc, il y a des gens parfois qui ont des envies. Il faut les interroger, pourquoi pas? Mais c'est un moment où on doit aller dans le sens de ces signes et non pas vouloir les combattre à tout prix. Moi, j'ai un problème avec, par exemple, une patiente qui me dit, docteur, ça ne va pas, je suis tout le temps fatigué, donnez-moi des vitamines pour ne pas être fatigué. J'ai envie de leur dire, non, on va déjà apprendre à mieux se reposer, à gérer un petit peu les temps faibles, on va dire, se reposer plus, et pourquoi pas après voir ce qu'on peut faire pour les vitamines de grossesse. Mais tout ça pour vous dire qu'aller dans ce sens-là, c'est important. Daniel, est-ce une utopie de croire que les hommes sont concernés par cette dynamique hormonale au féminin? Pas du tout. Les hommes subissent les influences de la dynamique hormonale de la femme. Dans mon expérience de 40 ans, j'ai rencontré des hommes, et j'en rencontre encore aujourd'hui, qui ont des somnolences. Je ne comprends pas, madame, j'ai tout le temps envie de dormir au travail. Somnolence au travail. Ils ont des nausées. Vomissements de temps en temps. Et ça amuse les gens, mais il ne faut pas se moquer, c'est une réalité, c'est une façon, c'est une influence des hormones que le monsieur subit. Les sautes d'humeur aussi. Et la prise de poids, 15 kilos, alors que la femme ne prend que 5 kilos, alors que c'est elle qui porte l'enfant. Et en fin de grossesse, ça fait rire, mais je vous assure,
Mais j'ai eu un cas de 20 kilos. C'est loin d'être marrant. C'est loin Oui. d'être marrant. Oui. Et puis, à la fin, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux qui savaient que le jour où la dame allait accoucher, mais avec des contractions, elle avait mal au ventre, son travail. Il dit, mais elle ne m'appelle pas même, ils sont sûrs qu'elle va accoucher au jour. Et c'est vrai que la dame a accouché le jour. Les deux dames, le jour en question, pas à l'heure où ils pensaient, mais avant minuit, parce que plus c'était vite pour le monsieur, mieux ça allait. Et il avait ses contractions, il avait mal, mais moi je ne me faisais pas le lien. Et quand la dame a accouché à la maison, la dame est debout, active, c'est le monsieur qui est sous les draps. Oui, mais ça fait rire à distance, mais ça, en même temps ça attriste. Je ne peux qu'accueillir. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. En même temps, les hommes. Moi, ça me rend pas triste. Mais non, mais ça me rend pas triste. Non, mais moi, je me dis, voilà, subissons tous les deux. Oui, voilà. En fait, alors, faisons ça aussi l'enfant à deux. Hein. Oui, la fameuse couvade que l'on décrit. Voilà la couvade. La fameuse couvade que l'on décrit chez l'homme, ça fait une petite dizaine d'années qu'on a découvert que c'est un fait scientifique. Les hormones qui baissaient, la testostérone qui est majeure chez l'homme baisse, les œstrogènes augmentent. Et tout ça pendant la grossesse de sa femme. Et souvent, quand on a une relation un peu fusionnelle avec sa femme, ou en tout cas, eh bien souvent on a les mêmes symptômes. Donc c'est plutôt rassurant qu'on participe à ce moment-là. Alors, il faut savoir que parfois même, la prolactine, c'est-à-dire l'hormone qui normalement provoque l'augmentation du volume du sein, puis après le lait, ben l'homme, elle augmente aussi. Et après l'accouchement, ça persiste. Mieux encore, puisque ça c'est intéressant, la femme qui est très attachée à son bébé augmente avec le contact avec l'enfant à une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, qui augmente dans son sang. Et donc il attache plus à son enfant par le contact physique. Tandis que chez l'homme, c'est le fait de jouer avec l'enfant qui fait augmenter l'ocytocine. Donc un homme qui joue avec son enfant, soit en le taquinant, le chatouillant, ça provoque chez lui une sensation de plaisir qui sécrète cette ocytocine naturellement. C'est extraordinaire. Ça montre bien que la dynamique de l'attachement et la dynamique de la relation homme-femme autour de même n'est pas le fait exclusif des femmes. Non. Et que on a encore beaucoup de choses à découvrir sur les hormones masculines. Mais bon, là, c'est pour défendre un petit peu. Mais c'est intéressant parce que ça montre que, voilà, il y a une implication réelle. Et parfois, après la grossesse, quand certaines hormones chutent, il peut y avoir aussi chez l'homme une petite période particulière, comme là, il est sous les draps, où il est un petit peu plus déprimé, ou des choses comme ça. Mais bon, ça arrive. C'est passager. Ben, la transition est toute faite pour qu'on puisse se retourner Madame dans l'hyposuprémania. Et en fait, comme on a dit tout à l'heure, le corps, il se prépare en fait à la venue du bébé, et la femme, elle sent cela. Mais autant le fait que le corps, il change, mais le psychisme aussi de la femme change. Et parce qu'elle va commencer à se sentir mère, et il y a un réaménagement vraiment qui se fait. Et c'est pour ça des fois que on sent que la femme a besoin d'être maternée, parce qu'elle va sentir qu'elle a besoin en fait de ses parents, de sa maman. Elle a besoin de se sentir, elle se sent enfant. Elle va procréer, mais elle se sent enfant. Et c'est pour ça qu'en Guadeloupe, on voit beaucoup de femmes qui vont un petit moment chez maman pour se faire materner, pour se faire envelopper, entourer. Et c'est bon à comprendre. Et en fait, c'est vraiment la grossesse psychique. Après, on se rend compte que la femme, elle a des réactions inappropriées. C'est une transparence psychique, on appelle cela comme cela, puisque des fois, on ne comprend pas, l'entourage ne comprend pas pourquoi elle réagit. Puisque ses hormones sont exacerbées, elle a des émotions qui sont inappropriées, parce que des fois, une simple petite image ou un vécu va lui faire se rappeler de quelque chose qu'elle a vécu lorsqu'elle était enfant. Et tout à l'heure, Louis a parlé en fait de ce qu'on appelle le pica. En psychologie, c'est le fait de manger des choses qui ne sont pas comestibles. Oui. Et du coup, effectivement, ça fait bondir la femme dans le passé, où peut-être qu'elle mangeait des choses, elle mangeait le charbon qu'elle était enfant. Et là, elle en a besoin. Donc, ça fait vraiment un réaménagement psychique où elle va revivre des choses qu'elle a vécues en étant enfant avec son papa, sa maman. D'accord ? Donc, il y a vraiment quelque chose qu'elle doit entendre et comprendre à ce niveau-là. On va passer à notre partie préménopause. On a des choses importantes encore à rajouter sur... la grossesse, oui. Alors, je suis toute oui, Daniel. Oui, parce que
On a insisté tout à l'heure sur le premier trimestre de la grossesse où c'était l'adaptation et bien sûr ces choses sont un peu difficiles avec tous les signes dont on a parlé. Mais au deuxième trimestre de la grossesse, l'adaptation est faite et c'est la période où la dame est beaucoup plus à l'aise et on parle de la période, on dit que la femme elle est resplendissante. C'est bon à entendre, c'est bon à savoir, il n'y a pas que des malheurs dans la grossesse. Et le deuxième trimestre, la dame elle est resplendissante. Elle est tellement resplendissante que c'est l'époque où apparaissent les envies. Ces fameuses envies dont vous avez parlé de l'hôpital, là, mais il était important de savoir, quand ces envies viennent, parfois ça a du sens, parfois n'ont pas de sens apparent. Se poser la question, à qui profite déjà? Est-ce que c'est un besoin ou c'est une envie, ce que je ressens? Et à qui ça profite? À moi ou à mon enfant? Ou aux deux. Ou aux deux. Et selon la réponse, on fait un choix. Comme on est censé être intelligent, et l'objectif c'est la santé de ma santé et celle de mon enfant, on fait le bon choix, le choix intelligent. Alors, j'aimerais qu'on retienne qu'il y a les influences prénatales et que l'enfant à naître, il est ce que mange sa mère, ce qu'elle boit, ce qu'elle vit, ce qu'elle fréquente, ce qu'elle regarde comme film, ce qu'elle écoute comme musique, son comportement, ses relations avec autrui et sa patience. La grossesse est une école de patience. Il faut 9 mois pour construire un homme. Et donc, ça me permet de dire aux dames que c'est 9 mois, c'est 41 semaines d'aménorrhée. Ce n'est pas la peine d'aller aux urgences tous les week-ends à 38 semaines pour espérer d'être déclenché à force de venir aux urgences. Il faut attendre que le fruit soit bien mûr pour qu'il puisse tomber. D'accord. Mais en matière de comportement, je dis bien que pour être une bonne mère, il faut être patient. Et il ne faut pas se laisser submerger par ses envies. Elles sont là, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? On apprend à les considérer et voir ce qu'il convient de faire par rapport au projet qu'on a. Il faut imaginer, mesdames, que l'enfant que vous portez est le futur président de région que vous voulez avoir. Et donc, vous avez la charge de le former comme celui que vous voulez avoir. Donc, vous devez avoir des principes, des valeurs, les principes de santé et avoir votre comportement, alors, votre bonté, votre patience, votre sagesse, tout ça, ça influe sur l'enfant. Mais comme aussi les envies, quand on vous dit par exemple, mais c'est l'enfant qui demande, si vous devez passer à tous vos caprices, votre égoïsme, tout vous est dû, mais vous inculquez ça à l'enfant inconsciemment et vous aurez l'enfant de votre grossesse. Faisons attention à la façon dont nous gérons nos envies et nos besoins, parce que nous transmettons à nos enfants cela. Et il faut savoir qu'on apprend à l'enfant à venir, l'enfant à naître. Il apprend dès le sein de sa mère à faire face aux difficultés de la vie. Plus on avance, plus la vie est difficile. Et c'est dans le sein de sa mère qu'on apprend à faire face. Si la maman sait faire face aux difficultés, elle sait se battre sagement, je dis bien sagement, elle sait se raisonner, ne pas se laisser submerger par ses envies, il y a de fortes chances que l'enfant apprenne à faire face en grande partie à ces difficultés. Donc faisons attention à tout cela. Tout ne nous est pas dû. Nous avons une responsabilité de construire un homme pour demain. Et ce qu'on décrit là et qui est intéressant, c'est que j'ai bien aimé ce que tu disais contre la grossesse et l'école de la patience. Le problème, c'est que nous la rendons, nous professionnels, parfois, l'école de l'impatience. Parce que, oui. Parce qu'on est tout le temps dans... il faut se remettre en question. Hein. Déjà, premièrement, parce que on veut voir le bébé, donc on le voit. Alors qu'avant, on ne voyait pas, on attendait, on sentait, on laissait mûrir. On a un examen, il faut absolument faire des examens tous les mois parce qu'on a un risque, donc il y a une forme d'anxiété qui est créée, donc on a une forme d'urgence. On a fait le test pour la trisomie 21, le test il va arriver, très bien. Ensuite la deuxième écho, il y a des malformations, oui, oulala, on fait la troisième écho. On est en permanence dans une forme d'impatience. Est-ce qu'on peut entendre aussi en tant que personnel médical que certaines femmes ne veuillent pas faire certains tests? Totalement, mais ce que je veux dire que le professionnel et les gens doivent comprendre que dans ce couple patient ou femme enceinte, professionnelle de santé, il y a une relation qui est devenue, qui n'est pas forcément que du problème de la femme.
cette impatience, elle est générée par une société de plus en plus technique. C'est ça que je veux dire. Et je prends un exemple très simple. Et je vais donner l'exemple de ma sœur. Bon, quand elle était enceinte, à un moment donné, elle m'a dit, je crois que je suis enceinte. J'ai dit, tu sais quoi, arrête, ne viens pas me voir pour que je te fasse une échographie. Parce qu'elle est venue me voir, elle m'a dit, je suis enceinte. Tu te calmes et tu attends quelques semaines, le temps que les choses se passent. C'est pas facile. Mais cette attitude, qui est attitude justement de la patience, les choses mûrissent, il faut attendre, il faut que les choses... Mais on a une telle impatience parfois, on veut savoir tout de suite, on veut éviter la fausse couche, on veut éviter le malformation, on est rentré dans une société de l'exigence qui rend cette impatience. Alors, il ne faut pas s'étonner après qu'en fin de grossesse, les femmes veulent juste que ça se termine parce qu'elles ont tellement investi les choses avec qu'elles sont fatiguées, quoi. En fait, la grossesse est devenue fatigante à cause de ça. Donc, j'invite beaucoup, et pour petite astuce, les femmes enceintes, en milieu de grossesse, à faire une pause de professionnel. Prenez un mois, faites ni examen, ni bilan, on a peut-être une fenêtre, et on oublie tout, on part, on voyage, ou si possible. Mais pourquoi? Pour reposer son esprit de cette hyper-technologie qui fait que... Il peut vivre la chose. Voilà. C'est un exemple. Et moi, j'ai envie de dire que... Mais ça, j'aimerais le dire que ça, c'est quelque chose que dire que chaque grossesse, pour les femmes qui ont déjà eu des enfants, je parlais tout à l'heure de réaménagement psychique. Ce réaménagement psychique se vit pour chaque grossesse et que c'est unique. Et même si, en fait, il y a l'enfant X avant l'enfant Y, pour le bébé qui est en train d'être conçu, la maman, en fait, elle est en devenir d'être maman de cet enfant-là. Donc, ça prend du temps au niveau de son corps et au niveau aussi de son psychique. Oui. Donc, ça demande de la patience et ça demande en fait du temps. Parce que même si elle a une expérience d'être maman, c'est toujours du nouveau ou du renouveau dans le temps présent. D'accord? Ça, c'est très important. Absolument. Nous avons sur les réseaux beaucoup de félicitations pour cette émission. On sent que certaines femmes étaient en attente, peut-être pas que des femmes d'ailleurs, mais en tout cas, des téléspectateurs qui sont heureux et qui attendaient cette thématique. Merci à vous. L'après-ménopause. Alors là, docteur Jeffrey, on a chaud, mal, les jambes qui enflent, les maux de tête, le ventre qui gonfle. Ça a une signification, tout ça? Oui, c'est une signification. C'est une signification pourquoi? Parce que, alors on va dire, c'est quoi j'aime pas trop, on va dire la pré-ménopause, ou cette période qui en couvre 5 ans avant la ménopause, on va dire. La ménopause, c'est quand les hormones sexuelles de la femme ne sont plus produites par ses ovaires, schématiquement. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe avant cette période? Une période où on se retrouve avec des hormones qui font le yo-yo. Des hormones comme les œstrogènes qui peuvent monter brutalement. Et cette hormone qui sont les œstrogènes, qui contribuent au départ à faire que les femmes sont si belles, avec un visage symétrique, avec les paupières remplies, parfois, quand elles sont en excès, par rapport aux autres taux de progestérone, elles peuvent donner d'autres manifestations. Ces jambes qui sont lourdes, ces seins qui deviennent tendus à un moment donné, on ne s'y attend pas. Et puis après, ça chute. On se peut même se rendre compte qu'après, qu'on a des bouffées de chaleur. Parce qu'il y a une période, après que ça soit montré très haut, les œstrogènes peuvent descendre et donner des bouffées de chaleur, donner certaines manifestations, des impériosités, les envies fréquentes d'aller uriner, des choses comme ça. Ce sont des choses qu'on peut éviter? Oui, ce sont des choses qu'on peut éviter. Oui, pourquoi? Parce que un ventre qui gonfle, des manifestations que l'on décrit comme étant, on va dire, prenantes, on dirait presque, où on se sent plus son corps, il faut savoir justement bien l'avoir préparé avant. Ouais. C'est-à-dire, première partie du cycle, on l'a dit tout à l'heure, deuxième partie de cycle. Apprendre à bien utiliser ça et développer, soit par l'activité physique, mais pas que, mais par l'alimentation, une façon de vivre différemment. Exemple très simple. Hygiène de vie. Hygiène de vie. Mais cette hygiène de vie, il faut la comprendre pour être très... Il faut vraiment la saisir que ça demande maintenant, du fait de la société, un vrai travail mental. Ça demande pour nous, par exemple, une femme qui a les jambes qui enflent, c'est pas quand on a les jambes qui enflent qu'il faut commencer à réagir. Il faut se dire, tiens, à ce moment de mon cycle, j'ai tendance à avoir, mon activité physique, il va falloir que je la reprenne. Peut-être pas de la course,
mais peut-être des sports qui ont des activités physique qui sont plus en drainage, comme dans l'eau. La marche aquatique. Ça, là, je lance notre Daniel là-dessus. C'est un exemple. Les activités qui sont plus en douceur ou en relaxation. C'est important de le faire. Et ça permet justement de réguler son métabolisme, réguler justement aussi votre système hormonal, et ça évite certains symptômes tels qu'on les a là. Prenons un exemple très simple. Une femme qui a le ventre qui gonfle beaucoup en deuxième partie de cycle, parce qu'elle a un syndrome œstrogénique important, il faut que cette femme-là ne reste pas à la maison en train de se dire, voilà, il n'y a rien qui se passe, il faut qu'elle sorte, qu'elle revoie son alimentation. Parfois trop sucrée, trop de gras, mais on reparlera de ça. Peut-être parfois avec trop de gluten. Il faut savoir que maintenant les aliments avec parfois beaucoup de gluten qui ont tendance à donner des ballonnements importants. Donc revoir son alimentation et bien sûr avoir une science de l'activité physique. Parce que rappelons-nous, quand on est en première partie de cycle, on sent qu'on explose. La forme c'est bon, on est en boost maximum. En deuxième partie de cycle, il s'agit de ne pas s'arrêter et de garder cette dynamique pour permettre justement plus de drainage par la sueur, mais également par la répartition lymphatique au niveau des membres inférieurs et au niveau du ventre. Alors, voilà une étape qui parfois peut même pousser la femme vers la dépression, parfois. Oui, parce que la femme, en fait, elle se rend compte qu'elle ne peut plus donner la vie, la femme féconde, qui a pu enfanter, et sa féminité, en fait, est basée vraiment, pour elle, essentiellement sur cela. Et elle se rend compte qu'elle ne peut plus, donc elle se dit, mais qu'est-ce qu'il en est? Donc ça va vraiment la toucher. Elle se rend compte que son corps change et que c'est différent. Donc en fait, il est important de se voir différemment et d'accueillir en fait les changements de sa vie de manière positive. Mais plus elle va voir la préménopause comme quelque chose de dévalorisant, plus la préménopause sera difficile à vivre. Voilà. Donc en fait, ça vient du travail qu'elle va faire au niveau de sa psyché, avec un professionnel, avec son entourage pour l'aider, mais le bien-être dans la préménopause va découler de comment elle se voit dedans. Donc il y a des éléments qui montrent cela lorsqu'elle devient dépressive, l'isolement, le fait que ne pas avoir une capacité à avoir du plaisir, le fait de se sentir de plus en plus fatigué, ne pas avoir envie de faire des choses. Alors peut-être qu'il y a peut-être des petites techniques qu'on peut donner, vite fait, des propositions pour aller bien. Par exemple, se faire un petit relooking, aller vers des activités physiques comme l'aquagym, comme, je sais pas, aller vers des associations, faire des choses pour se sentir valorisée et se sentir toujours en fait vivante. Parce qu'on a l'impression que sa vie, en fait, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pensées qui vont revenir, le vécu, ce que j'ai fait, le passé, parce que sa vie revient et il y a beaucoup d'idées qui reviennent. Donc, aller vers l'autre, aller vers l'humain pour pousser en fait ces idées-là qui peuvent être négatives et lutter contre l'isolement. Alors, se faire entourer par sa famille proche, mais aussi par des professionnels, se faire accompagner. Eh bien, pour finir, parce qu'on arrive à la fin de notre rendez-vous, Daniel, qu'est-ce qu'on propose à ces femmes pour améliorer leur qualité de vie? Alors, juste avant de répondre pour les femmes qui sont en préménopause, la partie de la vie de la femme où la dynamique hormonale est plus calme. D'une manière générale, l'activité physique demeure un allié incontournable de la femme, de la puberté jusqu'au dernier jour de sa vie. Que même quand on est dans un lit, on peut encore pratiquer de l'activité physique. L'activité physique aide à réguler l'appétit, à mettre de l'ordre dans le sommeil, à se détendre, et on choisit, on varie en fonction de l'état de la période du cycle. Dans toute étape de la vie, l'activité physique est indispensable pour son équilibre. Alors quand on arrive à la période
je dis, la période du début du bonheur de la femme, en quelque sorte. Elle est à la retraite, les enfants sont grands qu'un des enfants, mais elle est à la retraite, donc sa vie change, elle n'a pas les mêmes activités, mais elle est toujours elle, et la question qu'elle se pose, qu'elle s'est toujours posée, c'est qu'est-ce que je veux pour moi? Quel type de femme je suis et qu'est-ce que je veux devenir? Donc elle met tout en place pour être la femme qu'elle veut être, mais elle maintient une activité régulière, toujours physiquement active, forcément, le sommeil va se réguler. L'alimentation, les fringales vont se réduire et on a même un dégoût pour les envies de sucre qu'on avait. En fait, ça revient aux fondamentaux. Donc, à nous professionnels de pouvoir éduquer les jeunes dès le départ sur les principes de vie, le principe de santé qui ne transige, sur lesquels il ne faut pas transiger, c'est une alimentation riche et variée en végétaux, fruits et légumes, je cite produits du terroir, des boissons, boire suffisamment, dormir suffisamment et aux bonnes heures, savoir se poser puis se reposer et avoir des pensées positives, avoir une estime de soi positive et la cultiver. Et les émotions négatives et positives font partie de la vie. Mais choisissons de développer en fait des émotions positives. Et quand on arrive à la préménopause, c'est ça, se met dans des associations, des activités où on va vers l'autre. Je sais pas, les besoins pour les personnes âgées, trouver des activités où on est utile et donc on a notre vie est active mais autrement. Donc juste un ajustement à sa vie et la vie est encore plus belle qu'on a encore plus de temps pour soi. Merci Daniel Brard, je rappelle, sage-femme libérale. Merci Dr Louis Geffry, je rappelle, qui est chef de service gynécologie obstétrique à l'hôpital Louis-Constant Fleming à Saint-Martin. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci Madame Nick Dorlipos-Souprémania, psychologue clinicienne. On espère vous revoir pour une autre thématique. Merci à Yann à la réalisation et de nous avoir donné cette possibilité de rattraper notre retard. Merci à mon collègue juste après moi qui comprendra la situation. Je parle de toute l'équipe de Zone Rouge, mais en particulier Monsieur Pommier. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même télé, Zoja Connect.